Stephen King, lu par Vincent. Marche ou crève. Une vieille Ford bleue se présenta ce matin-là au guichet du parking, l'air d'un petit chien fatigué après une longue course. Un des gardiens, un jeune homme sans expression portant uniforme kaki et ceinturon, demanda à voir la carte d'identité en plastique bleu. Le garçon assis à l'arrière la donna à sa mère, qui la remit au gardien. Celui-ci l'emporta vers un terminal d'ordinateur qui avait l'air bizarre et déplacé dans ce cadre rural. Le terminal avala la carte et écrivit sur son écran Garati Raymond Davis, route numéro 1, Pownal, Maine, canton d'Androgosgin, numéro d'immatriculation 49 801 89. OK. Le gardien appuya sur un bouton et tout disparut, laissant l'écran lisse, vert et vide. Il leur fit signe d'avancer. Ils ne rendent pas la carte demanda Mrs. Garati. Non, maman, répondit patiemment Garati. Eh bien, je n'aime pas ça, remarqua-t-elle, en allant se garer dans un espace libre. Elle répétait cela depuis qu'ils étaient partis dans la nuit, à 2 heures du matin, ou plutôt elle le gémissait. Ne te fais pas de soucis, dit-il, sans même y prêter attention. Il était occupé à tout observer et absorbé par ses propres sentiments d'attente et de peur. Il descendit avant même que la voiture eût poussé son dernier soupir. C'était un grand garçon, bien charpenté, portant un blouson militaire fané contre la fraîcheur de ce petit matin de printemps. Sa mère aussi était grande, mais trop maigre. Ses seins étaient presque inexistants, 2 petits renflements. Ses yeux papillotaient, incertains, vaguement inquiets. Elle avait une figure de malade. Ses cheveux gris fer s'étaient emmêlés sous la complexité des pinces qui auraient dû les maintenir en place. Sa robe lui allait mal, pendait un peu, comme si elle avait récemment beaucoup maigri. Ray, chuchota-t-elle, de cette voix de conspirateur qu'il commençait à redouter. Ray, écoute. Il baissa la tête et fit mine de rentrer sa chemise dans son pantalon. Un des gardiens avalait des rations C, à même la boîte, en lisant des bandes dessinées. Garati le regarda manger et lire, et pour la 10 000e fois pensa « Tout ça, c'est vrai. » Maintenant, enfin, la pensée se concrétisait. « Tu peux encore changer d'avis ?» La peur et l'impatience montèrent d'un cran. « Non, répondit-il. La date limite pour se raviser, c'était hier. » Toujours de la voix de conspirateur qu'il détestait, elle insista. « Il comprendrait, j'en suis sûr. Le commandant... » Non, le commandant me... commença à répliquer Garati, et il vit l'expression douloureuse de sa mère. Tu sais ce que ferait le commandant, maman. Une autre voiture avait terminé le rituel du portail et s'était garée. Un garçon brun en sortit. Ses parents le suivirent, et pendant un moment, ils restèrent groupés, comme des joueurs de baseball inquiets conférant avant le match. Comme la plupart des autres garçons, celui-ci portait un léger havresac. Garati se demanda s'il n'aurait pas dû lui aussi en prévoir un. Tu ne changeras pas d'avis, lui demanda sa mère. C'était le remords sous l'apparence de l'anxiété. Ray Garati n'avait que 16 ans, mais il savait ce qu'était le remords. Elle regrettait en ce moment d'avoir été trop négligente, trop fatiguée, ou peut-être trop préoccupée par d'autres chagrins pour mettre fin dès le début à la folie de son fils, pour l'arrêter avant que la lourde machinerie de l'État, avec ses gardiens en kaki et ses ordinateurs, prenne la relève pour l'enfermer de plus en plus chaque jour dans son insensible réalité, jusqu'à la veille où le couvercle était retombé avec un claquement définitif. Il lui posa une main sur l'épaule. « C'est moi qui l'ai voulu, maman. Je sais que ce n'est pas toi. Je... » Il se retourna. Personne ne faisait attention à eux. « Je t'aime, mais cela vaut mieux, d'un côté comme de l'autre. »« Mais non, protesta-t-elle au bord des larmes. Non, pas du tout, Ray. Si ton père était là, il ne te laisserait pas. Oui, mais il n'est pas là, répondit le garçon. Il avait été brutal, dans l'espoir de prévenir les larmes, et s'il devait l'entraîner de force. Il avait entendu dire que cela arrivait parfois. Cette pensée le glaça. D'une voix plus douce, il ajouta. Laisse tomber, maman, d'accord? D'accord, répondit-il pour elle, en se forçant à sourire. Elle avait encore le menton qui tremblait, mais elle hocha la tête. Pas d'accord, mais trop tard, on n'y pouvait plus rien. Un vent léger soupirait dans les sapins. Le ciel était d'un bleu pur. La route s'allongeait devant eux, et une simple borne de pierre marquait la frontière entre l'Amérique et le Canada. Tout à coup, l'impatience de Ray Garati fut plus forte que sa peur, et il eut hâte de partir, de tout mettre en branle. « J'ai préparé ça pour toi, reprit sa mère. Tu peux les emporter, ce n'est pas trop lourd. » Elle lui tendait un paquet de biscuits enveloppés dans du papier d'argent. «
Il les prit, puis il enlaça gauchement sa mère pour essayer de lui donner ce dont elle avait besoin. Il l'embrassa sur sa joue, sa peau était comme de la vieille soie. Pendant un instant, il fut bien près de pleurer lui-même. Puis il pensa à la figure moustachue et souriante du commandant, et il recula, en fourrant les biscuits dans une poche de son blouson. « Au revoir, maman. Au revoir, Ray, et conduis-toi bien. » Elle s'attarda un moment, et elle lui parut si légère que les petites bouffées de vent matinal pourraient l'emporter, comme des aigrettes de pissenlit. Puis elle remonta dans la voiture et mit le moteur en marche. Garati resta où il était, elle agita la main. Ses larmes ruisselaient maintenant, il les voyait. Il lui fit aussi un signe de la main, puis tandis qu'elle s'éloignait, resta là, les bras ballants, conscient d'avoir l'air sage, courageux et solitaire. Mais quand la voiture fut ressortie par le portail, cette solitude l'accabla, et il redevint un jeune garçon de 16 ans, seul, dans un endroit inconnu. Il se retourna vers la route. Un autre garçon, un brun, regardait partir ses parents. Il avait une vilaine cicatrice sur une joue. Garati s'approcha de lui et lui dit bonjour. Le gosse brun lui jeta un coup d'œil. « Salut, je m'appelle Ray Garati, dit-il en se faisant l'effet d'un con. « Peter McVrise, répondit le garçon. « Tu es fin prêt demanda Ray. « Bof, je me sens nerveux, c'est ça le pire, répondit Peter. Garati opina. Tous deux marchèrent vers la route et la borne. Derrière eux, d'autres voitures sortaient du parking. Brusquement, une femme se mit à crier. Inconsciemment, Garati et McVrise se rapprochèrent. Ni l'un ni l'autre ne se retourna. Devant eux, c'était la route, large et noire. « Le revêtement va être brûlant à midi, dit soudain McVrise. Je resterai sur le bas-côté. » Garati approuva. McVrise le regarda d'un air songeur. « Combien tu pèses » demanda-t-il. « 70 kilos, répondit Garati. « Moi, 73. On dit que les types les plus lourds se fatiguent plus vite, mais je crois que je suis en assez bonne forme. » Garati trouvait que Peter McVrise avait l'air encore mieux que ça, dans une forme impressionnante. Il se demanda qui était ce « on » qui prétendait que les plus lourds se fatiguaient plus vite. Il faillit le lui demander, mais se ravisa. Tout ce qui concernait la marche tenait un peu de la légende. McVrise s'assit à l'ombre près de deux autres garçons. Au bout d'un moment, Garati vint le rejoindre, mais McVrise semblait se désintéresser de lui. Il consulta sa montre, il était 8h05, encore 55 minutes. L'impatience et l'appréhension revinrent, et il s'efforça de les chasser en se disant qu'il devait profiter de pouvoir rester assis. Les garçons l'étaient tous, assis par groupe ou seuls. L'un d'eux avait grimpé sur la branche basse d'un sapin, surplombant la route, et mangeait un sandwich à la confiture. Il était maigre et blond, en pantalon violet et chemise bleue, sous un vieux chandail vert à fermeture éclair, troué au coude. Garati se demanda si les maigres tiendraient le coup ou abandonneraient vite. Les garçons à côté desquels McVrise et lui s'étaient assis étaient en pleine conversation. « D'abord, je ne me dépêcherai pas, déclara l'un d'eux. Pourquoi faire? Je m'échaufferai. Il faut s'adapter, c'est tout. L'adaptation, c'est le mot-clé ici. Rappelez-vous où vous avez entendu ça pour la première fois. » Le garçon regarda autour de lui et découvrit Garati et McVrise. « Ah, encore des agneaux pour l'abattoir. Je m'appelle Hank Olson. La marche, c'est mon truc, dit-il, sans l'ombre d'un sourire. Garati se présenta. McVrise donna son nom presque distraitement, sans cesser de regarder la route. « Moi, c'est Art Baker, dit l'autre, avec un très léger accent du sud. Tous quatre se serrèrent la main. Un bref silence tomba, rompu finalement par McVrise. « Ça flanque un peu la trouille, hein ?» Ils hochèrent la tête, sauf Hank Olson, qui haussa les épaules en riant. Garati regarda le garçon dans l'arbre finir son sandwich, rouler en boule le papier gras et le jeter sur le bas-côté. Il tombera vite, pensa-t-il, ce qui le rassura un peu. « Vous voyez cette tache, là, juste à côté de la borne ?» demanda soudain Olson. Ils regardèrent tous. La brise faisait danser des ombres sur la chaussée. Garati n'était pas sûr d'apercevoir quelque chose. « Ça date de l'avant-dernière longue marche, » expliqua Olson avec une sombre satisfaction. « Un gosse a eu une telle frousse qu'il est resté pétrifié à 9h. » Ils envisagèrent cette horreur en silence. Il pouvait pas bouger du tout. Il a reçu ses 3 avertissements, et puis à 9h02, ils lui ont refilé son ticket. Là, exactement à la borne de départ. Garati se demanda s'il allait aussi rester pétrifié. Il ne le pensait pas, mais on ne pouvait être sûr de ce genre de choses que le moment venu, et c'était une pensée terrifiante. Il se demanda pourquoi Hank Olson avait raconté ça. Tout à coup, Art Baker se redressa. « Les voilà !» Une Jeep beige s'arrêta à la hauteur de la borne.
Elle était suivie d'un drôle de véhicule à chenilles qui roulait beaucoup plus lentement, un half-track muni d'antennes radar paraboliques, pas plus grosses que des jouets à l'avant et à l'arrière. 2 soldats étaient vautrés dessus. Garati eut froid dans le ventre en les voyant. Ils étaient armés de fusils de guerre, du type carabine de gros calibre. Quelques garçons se levèrent, mais Garati resta assis. Olson et Baker aussi. McVrice ne leur jeta qu'un coup d'œil et se replongea dans ses pensées. Le gosse dans l'arbre balançait tranquillement les pieds. Le commandant descendit de la Jeep. Il était grand, se tenait très droit, bronzé par le désert, un hâle superbe qui allait bien avec sa simple tenue kaki. Il avait un pistolet à son ceinturon et portait des lunettes de soleil miroir. Le bruit courait que les yeux du commandant étaient extrêmement sensibles à la lumière et que jamais on ne le voyait en public sans ses lunettes de soleil. « Asseyez-vous les petits, dit-il. N'oubliez jamais la suggestion 13. » La suggestion 13, c'était « Conservez précieusement votre énergie ». Ceux qui s'étaient levés se rassirent. Garati regarda encore sa montre. Elle marquait 8h16 et il remarqua qu'elle avançait d'1 minute. Le commandant arrivait toujours à l'heure précise. Il songea un instant à la remettre à l'heure, mais oublia immédiatement. « Je ne vais pas faire de discours, déclara le commandant en tournant vers eux les miroirs qui lui cachaient les yeux. Je félicite parmi vous le gagnant et je m'incline devant la vaillance des autres. Il se tourna vers l'arrière de la Jeep. Il y eut un silence pesant. Garati inspira une bouffée d'air printanier. Il allait faire chaud. Bonne journée pour marcher. Le commandant revint vers eux, un bloc à la main. Quand j'appellerai votre nom, vous vous avancerez et prendrez votre numéro. Ensuite, vous retournerez à votre place jusqu'à ce que nous commencions. Pressons, s'il vous plaît. T'es dans l'armée à présent, chuchota Olson en riant, mais Garati ne répondit pas. On ne pouvait s'empêcher d'admirer le commandant. Le père de Garati, avant que les escouades l'emmènent, avait coutume d'en parler comme du monstre le plus rare et le plus dangereux qu'une nation eût produit, un sociopathe entretenu par la société. Mais il n'avait jamais vu le commandant en personne. « Ah, Ronson !» appela le commandant. Un petit paysan trapu, à la nuque rouge, s'avança en traînant des pieds, visiblement impressionné, et prit son grand 1 en plastique. Il le fixa à sa chemise par la bande adhésive, et le commandant lui donna une claque dans le dos. « Abraham !» Un grand garçon blond-roux en jean et t-shirt. Son blouson était attaché par les manches autour de sa taille, à la manière des écoliers, et lui battait les genoux. Olson ricana. « Baker !»« C'est moi !» dit Baker en se levant. Sa démarche nonchalante paraissait trompeuse et inquiéta Garati. Baker allait être dur. Baker allait tenir longtemps. Baker revint, le chiffre 3 collé sur le devant droit de sa chemise. « Il t'a dit quelque chose ?» demanda Garati. « Il m'a demandé s'il commençait à faire chaud par chez nous dans le sud, » répondit timidement Baker. « Oui, le commandant m'a parlé. »« Ah, pas si chaud qu'il va commencer à faire par ici, » pouffa Olson. Cela dura jusqu'à 8h40. Il n'y avait aucun absent. Personne ne s'était défilé. Derrière eux, dans le parking, des voitures démarraient et partaient. Des garçons de la liste de réserve qui allaient maintenant rentrer chez eux et regarder la longue marche à la télévision. Ça y est, pensa Garati, ça y est vraiment. Quand son tour vint, le commandant lui donna le numéro 47 et lui souhaita bonne chance. De près, il avait une odeur très masculine et presque subjugante. Garati domina une envie presque irrésistible de lui toucher la jambe pour voir s'il était bien réel. Peter McVrice avait le numéro 61, Hawk Olson le 70. Il resta auprès du commandant plus longtemps que les autres. Le commandant rit de quelque chose que lui dit Olson et lui claqua l'épaule. « J'y ai dit de garder un tas d'argent sous la main, » raconta Olson en revenant, « et il m'a dit de les faire tous baver. Il a dit que ça lui plaisait, quelqu'un qui était plein d'enthousiasme pour la marche. Fais-les baver, mon garçon, qu'il m'a dit. »« Pas mal, » dit McVrice, et il cligna de l'œil vers Garati. Garati se demanda ce que McVrice voulait dire avec ce clin d'œil. Est-ce qu'il se moquait d'Olson ? Le garçon maigre dans l'arbre s'appelait Stibbins. Il prit son numéro tête baissée, sans adresser un seul mot au commandant, et revint s'asseoir au pied de son sapin. Malgré lui, Garati était fasciné par ce garçon. Le numéro 100 était un rouquin au teint volcanique qui s'appelait Zuck. Il alla prendre son numéro, et puis tout le monde s'assit pour attendre la suite des événements. Les 3 soldats du half-track distribuèrent de larges ceintures, dont les poches pressionnées étaient bourrées de tubes de concentré hautement énergétiques. D'autres soldats arrivèrent avec des bidons. Les garçons bouclèrent les ceintures et y accrochèrent les bidons. Olson portait la sienne bas sur les hanches, comme dans les westerns. Il trouva dans une poche un gros bâton de chocolat fourré Vaida et y mordit. « Pas mauvais, annonça-t-il avec un large sourire.
Il fit passer le chocolat avec de l'eau de son bidon, et Garati se demanda s'il fanfaronnait ou s'il savait quelque chose que lui-même ignorait. Le commandant les examina gravement. La montre de Garati marquait 8h56. Comment pouvait-il être aussi tard? Son estomac se crispa péniblement. « C'est bon, les gars. Alignez-vous par 10, s'il vous plaît. Pas d'ordre particulier. Restez avec vos copains, si vous voulez. » Garati se leva. Il se sentait engourdi, irréel, comme si son corps appartenait à quelqu'un d'autre. « Eh ben, ça y est, on y va, » dit McVrice à côté de lui. « Bonne chance, tout le monde. »« Bonne chance à toi, » dit Garati, surpris. « Je dois être un peu fêlé, » grogna McVrice. Il était soudain pâle, en sueur, et sa forme paraissait beaucoup moins impressionnante que tout à l'heure. Il essayait de sourire et n'y arrivait pas. Sur sa joue, la cicatrice faisait un point d'exclamation insolite. Stebbins se leva et s'installa sans se presser à l'arrière de la file. Olson, Baker, McVrice et Garati étaient au troisième rang. Garati avait la gorge sèche. Il se demanda s'il devait boire, mais y renonça. Jamais il n'avait eu tellement conscience de ses pieds. Il se demanda s'il n'allait pas rester pétrifié et recevoir son ticket sur la ligne de départ. Il se demanda si Stebbins tomberait vite, Stebbins avec son sandwich à la confiture et son pantalon violet. Et si c'était lui-même qui s'écroulait le premier? Il se demanda ce qu'il ressentirait si... Il était 8h59 à sa montre. Le commandant avait les yeux baissés sur un chronomètre de poche en inox. Il leva lentement la main et tout resta en suspens. Les 100 garçons la regardaient avec attention. Le silence était intense, impressionnant. Il n'y avait plus que le silence. La montre de Garati marqua 9h, mais la main levée ne tomba pas. « Allez, pensa-t-il, allez, qu'est-ce qu'il attend ?» Il avait envie de hurler. Puis il se souvint que sa montre avançait d'1 minute. Il avait oublié de la régler sur celle du commandant. Et la main du commandant retomba. « Bonne chance à tous !» fit-il. Sa figure était inexpressive derrière ses lunettes miroirs. Ils se mirent en marche souplement, sans bousculade. Garati marchait avec eux. Il ne s'était pas figé, personne n'était resté pétrifié. Ses pieds franchirent la borne, au pas cadencé, entre ceux de McVrice à gauche et ceux d'Olson à droite. Tous ses pieds faisaient grand bruit. Ça y est, ça y est. Tout à coup, il lui vint une folle envie de s'arrêter, rien que pour voir s'ils étaient vraiment sérieux. Il rejeta cette pensée avec indignation, mais aussi avec un peu d'angoisse. Ils quittèrent l'ombre pour le soleil, le chaud soleil de printemps. C'était agréable. Garati se détendit, mit les mains dans ses poches et marcha du même pas que McVrice. Le groupe commença à se déployer, chacun trouvant sa propre allure. Le half-track cliquetait sur le bas-côté en soulevant de la poussière. Les petits radars paraboliques tournaient régulièrement, surveillant la vitesse de chaque marcheur au moyen d'un ordinateur de bord. L'élimination pour lenteur était fixée à exactement 6,5 km à l'heure. « Avertissement, avertissement 88 !» Garati sursauta et se retourna. C'était Stebbins, le 88. Soudain, il fut certain que Stebbins allait recevoir son ticket, là, encore en vue de la ligne de départ. « Malin, » dit Olson. « Hein ?» fit Garati, qui dut faire un effort pour remuer sa langue. « Il prend un avertissement alors qu'il est encore frais, pour se faire une idée de la limite. Ensuite, il peut assez facilement le faire annuler. Il suffit de marcher pendant 1 heure sans nouvel avertissement pour perdre un des anciens. Tu le sais bien. »« Ah oui, bien sûr, » marmonna Garati. C'était dans le règlement. On vous donnait 3 avertissements. La 4e fois qu'on passait en dessous des 6,5 à l'heure, on était éliminé de la marche. Mais si on avait 3 avertissements, il suffisait de marcher 3 heures et on se retrouvait comme au départ. Alors maintenant, dit Olson, il sait, et à 10h02, il sera de nouveau peinard. Garati marchait d'un bon pas, il se sentait très bien. La borne de départ disparut derrière le haut d'une colline et ils descendirent dans une longue vallée boisée de sapins. Ça et là s'étendaient des champs rectangulaires à la terre récemment retournée. « Des tomates, on dirait, » dit McVrice. « Les meilleures du monde, » dit automatiquement Garati. « Tu es du Maine » demanda Baker. « Ouais, du sud de l'État, » répondit-il. Il regarda devant eux. Plusieurs garçons s'étaient détachés du peloton et faisaient au moins du 10 à l'heure. 2 d'entre eux portaient des blousons de cuir identiques avec une espèce d'aigle sur le dos. La tentation était forte de forcer l'allure, mais Garati refusa de se presser. « Conservez précieusement votre énergie. » Suggestion numéro 13. « Est-ce que la route passe près de chez toi » demanda McVrice. « Oui, à une 12aine de kilomètres, » répondit Garati. « Je suppose que ma mère et ma petite amie viendront me voir passer. Si je marche jusque-là, bien sûr, » prit-il le soin d'ajouter.
Oh merde, il n'y en aura pas 25 de partis quand nous arriverons en bas de l'état, dit Olson. Un silence s'ensuivit. Garati savait que ce n'était pas vrai, et il soupçonna Olson de le savoir aussi. Deux autres garçons reçurent des avertissements, et en dépit de ce qu'avait dit Olson, le cœur de Garati lui manqua à chaque fois. Il se retourna sur Stibbins, toujours en queue, qui mangeait un autre sandwich à la confiture. Un troisième dépassait de la poche de son chandail vert. Garati se demanda si c'était sa mère qui les lui avait fait, et cela lui fit penser aux biscuits que la sienne lui avait donnés, l'avait forcé à prendre, comme pour conjurer les mauvais esprits. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse personne assister au départ de la longue marche demanda-t-il. Ça fait perdre leur concentration aux marcheurs, répliqua une voix cassante. Garati tourna la tête. C'était un garçon petit, très brun, au regard intense, portant son numéro 5 au col de son blouson. Garati ne se rappelait pas son nom. Leur concentration demanda-t-il. Oui, expliqua le garçon en se rapprochant. Le commandant dit que c'est très important de se concentrer dans le calme au départ de la longue marche. Je suis d'accord. La surexcitation, la foule, la télévision, plus tard. Pour le moment, tout ce qu'il nous faut, c'est de faire le point. Il appuya son pouce d'un air songeur sur le bout de son nez. Il y avait là un gros bouton rouge. Il examina Garati de ses yeux noirs, sous ses paupières lourdes, et répéta. Le point, se concentrer. Moi, je me concentre sur la drague et les filles au pieu, dit Olson. Numéro 5 eut l'air indigné. Tu dois régler ton allure et te concentrer sur toi-même. Tu dois avoir un plan. Ah, au fait, je suis Gary Barkovitch, de Washington. Moi, je suis John Carter, de Barsoom, planète Mars, répliqua Olson. Barkovitch retroussa la lèvre d'un air méprisant et se laissa distancer. Il y a des dingues partout, jugea Olson. Mais Garati trouvait que Barkovitch raisonnait assez bien, du moins jusqu'à ce qu'un des soldats crie « Avertissement! Avertissement, numéro 5 !»« J'ai un caillou dans ma chaussure !» protesta Barkovitch. Le soldat ne répondit pas. Il sauta du half-track et se planta sur le bas-côté, en face de Barkovitch. Il avait à la main un chrono en inox, comme celui du commandant. Barkovitch s'arrêta tout à fait et ôta sa chaussure. Il en fit tomber un minuscule caillou. La figure sombre, olivâtre, luisante de sueur, il ne fit pas du tout attention quand le soldat cria un deuxième avertissement. Il tira soigneusement sa chaussette. « Oh oh !» fit Olson. Ils s'étaient tous retournés et marchaient à reculons. Stibbins, toujours en queue, passa devant Barkovitch sans le regarder. À présent, Barkovitch était tout seul, un peu à droite de la ligne blanche, et relaçait sa chaussure. « Troisième avertissement, numéro 5. Avertissement final !» Il y avait quelque chose dans le ventre de Garati qui lui faisait l'effet d'une boule. Il ne voulait pas regarder, mais en même temps, il ne pouvait détourner les yeux. Il avait oublié la suggestion 13 et gaspillait son énergie en marchant à reculons, mais il ne pouvait s'empêcher non plus. Il croyait sentir les secondes de Barkovitch s'égrener et s'épuiser. « Oh merde !» dit Olson. « Ça, c'est de la connerie, il va recevoir son ticket !» Mais alors Barkovitch se redressa. Il prit encore le temps de faire tomber la terre des genoux de son pantalon, puis il se mit à courir, rattrapa le groupe et reprit son allure de marche. Il dépassa Stibbins, qu'il ne le regarda toujours pas, et rejoignit Olson. Il riait, et ses yeux noirs brillaient. « Tu vois, je viens de me faire passer une épreuve, ça fait partie de mon plan. »« C'est ce que tu crois, » répliqua Olson d'une voix plus aiguë que d'habitude. « Tout ce que je vois, c'est que t'as 3 avertissements. Pour ta foutue minute et demie, tu vas devoir marcher pendant 3 putains d'heures. Et pourquoi est-ce que t'avais besoin de repos, du con ? On vient de partir, je te jure. » Barkovitch prit un air outragé. Ses yeux foudroyèrent Olson. « Nous verrons qui aura son ticket le premier, toi ou moi, dit-il. C'est tout dans mon plan. »« Ton plan et ce qui sort de mon cul se ressemblent bougrement, rétorqua Olson. Et Baker pouffa. Avec un reniflement de dégoût, Barkovitch les dépassa. Olson ne put résister au plaisir de décocher la flèche du part. « Et ne bute pas, crétin. Ils ne te ramasseront pas, et ils ne te donneront plus d'avertissement. Simplement... » Barkovitch ne se retourna même pas, alors Olson se tut et haussa les épaules. À 9h13, à la montre de Garati, il avait cette fois pris soin de la retarder d'1 minute. La jeep du commandant arriva au sommet de la côte qu'il descendait. Elle se gara à la hauteur, sur le bas-côté opposé, à celui que suivait le half-track de contrôle. Le commandant porta à ses lèvres un mégaphone à pile. « J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez couvert les premiers 1600 mètres de votre randonnée, les gars. Je voudrais aussi vous rappeler que la plus longue distance jamais couverte par un contingent de marcheurs au complet est de 12 km 420. J'espère que vous ferez mieux que ça. » La jeep accéléra. Olson parut recevoir cette nouvelle avec une grande surprise et même de la frayeur. Pas même 15 km, pensait Garati.
C'était beaucoup moins qu'il ne l'avait imaginé. Il s'attendait à ce que personne, pas même Stibbins, n'ait de ticket avant la fin de l'après-midi, au moins. Il pensa à Barkovitch. Il suffirait qu'il passe une fois au-dessous de la vitesse prescrite dans la prochaine heure. Ray ? Baker s'approchait. Il avait ôté son blouson et le portait sur le bras. « Tu avais une raison particulière de faire la longue marche ?» demanda-t-il. Garati décrocha son bidon et but rapidement une gorgée. L'eau était fraîche. Elle laissa des perles d'humidité sur sa lèvre supérieure et il les essuya du bout de la langue. C'était bon. Bon de sentir des choses comme ça. « Oh, dans le fond, j'en sais rien, » répondit-il sincèrement. « Moi non plus, » répondit Baker. Il réfléchit un moment. « Est-ce que tu faisais de l'athlétisme ou autre chose au lycée ?»« Non, » répondit Garati. « Moi non plus. Mais ça doit pas avoir d'importance. Plus maintenant. »« Non, plus maintenant, » dit Garati. La conversation s'arrêta là. Ils traversaient un petit village avec un magasin général et une pompe à essence. Deux vieux, assis sur des chaises de jardin, devant la station-service, les regardèrent passer, avec des yeux de reptiles sous leurs lourdes paupières de vieillard. Sur le seuil du magasin, une jeune femme soulevait son petit garçon dans les bras pour qu'il les voie. Et deux enfants plus grands, d'une douzaine d'années, pensa Garati, les suivirent des yeux avec nostalgie. Quelques garçons commencèrent à s'interroger sur la distance parcourue. La consigne passa qu'un second half-track de contrôle avait été envoyé pour surveiller la demi-douzaine de concurrents de l'avant-garde, qui étaient maintenant tout à fait hors de vue. Quelqu'un dit qu'il marchait à 11 km à l'heure, un autre dit 16. Un autre encore leur déclara avec autorité qu'un des types en avant était à la traîne et avait reçu 2 avertissements. Garati se demanda pourquoi il ne le rattrapait pas, si c'était vrai. Olson termina la bouchée de chocolat Vaifa qu'il avait entamée au départ et but un peu d'eau. D'autres mangeaient, mais Garati préférait attendre d'avoir vraiment faim. Il avait entendu dire que les concentrés étaient très bons. Les astronautes en emportaient quand ils partaient dans l'espace. Un peu après 10 heures, ils passèrent devant un panneau indiquant Limestone, 16 km. Garati songea à la seule longue marche à laquelle son père lui eût permis d'assister. Ils étaient allés à Freeport pour la voir passer. Sa mère était avec eux. Les marcheurs étaient fatigués, ils avaient les yeux creux et ils entendaient à peine les acclamations, les hurrahs de la population qui encourageait ses favoris, ceux sur lesquels elle avait parié. Son père lui avait dit plus tard qu'il y avait du monde au bord de la route jusqu'à Bangor et plus loin. Le haut pays n'était pas si intéressant et la route était strictement interdite, peut-être pour qu'il puisse se concentrer, comme disait Barkovitch. Mais à mesure que le temps passait, la foule grossissait naturellement. Quand les marcheurs étaient passés à Freeport, cette année-là, ils étaient sur la route depuis plus de 72 heures. Garati avait alors 10 ans, et tout l'impressionnait. Le commandant avait fait un discours alors que les garçons étaient encore à 8 km de la ville. Il avait commencé par la compétition, il était passé au patriotisme, et il avait conclu par ce qu'il appelait le produit national brut, ce qui avait fait rire Garati parce qu'il croyait que brut voulait dire mauvais. Il avait mangé 6 hot-dogs, et quand finalement il avait aperçu les marcheurs, il avait mouillé son pantalon. Un garçon hurlait. C'était son souvenir le plus précis. Chaque fois qu'il posait un pied, il hurlait « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas !» Mais il continuait à marcher. Ils continuaient tous, et bientôt le dernier était passé. Garati était un peu déçu de n'avoir vu personne recevoir son ticket. Il n'était plus jamais allé voir la longue marche. Cette nuit-là, Garati avait entendu son père crier à quelqu'un au téléphone, d'une voix pâteuse, comme lorsqu'il était ivre ou parlait politique, et sa mère à l'arrière-plan, qui chuchotait de sa voix de conspirateur, en le suppliant de se taire, « S'il te plaît, arrête !» avant que quelqu'un décroche sur la ligne commune. Garati but encore un peu d'eau et se demanda comment allait Barkovitch. Les maisons se resserraient à présent. Des familles, installées sur leur pelouse, leur souriaient, agitaient la main en buvant du Coca-Cola. « Garati, dit McVrice, dis donc, regarde ce que t'as !» Une jolie fille de 16 ans environ, en chemisier blanc et corsage à carreaux rouges, brandissait une grande pancarte. « Go, go, Garati, numéro 47, nous t'aimons, champion du Maine !» Garati sentit son cœur se gonfler. Il comprit soudain qu'il allait gagner. La jeune inconnue le prouvait. Olson émit un sifflement mouillé et fit rapidement glisser plusieurs fois son index rigide dans son autre poing fermé. Garati trouva cela assez osé. Au diable la suggestion numéro 13. Garati courut sur le bas-côté. La fille vit son numéro et poussa un cri aigu. Elle se jeta à son cou et l'embrassa passionnément. Garati fut subitement excité, en sueur. Il rendit vigoureusement le baiser. La fille lui enfonça 2 fois sa langue dans la bouche, délicatement.
À peine conscient de ce qu'il faisait, il lui pinça une fesse. « Avertissement! Avertissement numéro 47 !» Garati recula en riant. « Merci !»« Ah, de rien !» dit la fille. Elle avait les yeux rêveurs. Il chercha quelque chose à dire, mais vit le soldat qui ouvrait la bouche pour le deuxième avertissement. Il courut reprendre sa place, un peu haletant, mais souriant. Il se sentait un peu coupable vis-à-vis de la suggestion numéro 13. Olson riait aussi. « Ah, pour ça, j'aurais pris 3 avertissements, dit-il. » Garati ne répondit pas, mais il fit demi-tour et marcha à reculons en agitant le bras à l'intention de la fille. Quand elle fut hors de vue, il se retourna et se mit à marcher résolument. Dans 1 heure, son avertissement serait annulé. Il devait faire attention de ne pas s'en attirer un autre, mais il se sentait bien, en pleine forme, capable de marcher comme ça jusqu'en Floride. Il pressa le pas. « Ray, dit McVryse, toujours souriant, t'es pressé ?» Il avait raison. Suggestion numéro 6, lentement et calmement. « Ah oui, merci. »« Oh, ne me remercie pas trop, je suis là pour gagner, moi aussi. » Garati, déconcerté, le regarda. « Ne mettons pas ça sur un plan 3 mousquetaires, quoi. Je t'aime bien, et il est évident que tu plais aux jolies filles. Mais si tu tombes, je ne te ramasserai pas. » Garati lui rendit son sourire, mais le sien était plus hésitant. « D'un autre côté, intervint Baker de sa voix traînante, nous sommes tous dans le même bain, et nous pourrions aussi bien nous amuser, nous distraire mutuellement. » McVryse sourit. « Ouais, pourquoi pas ?» Ils arrivèrent au bas d'une côte et réservèrent leur souffle pour la montée. À mi-hauteur, Garati ôta son blouson et le jeta sur son épaule. Quelques instants plus tard, ils passèrent devant un chandail que quelqu'un avait jeté sur la route. « Il y en a un, pensa Garati, qui va regretter d'avoir fait ça ce soir. » Au loin devant eux, 2 démarcheurs de tête perdaient du terrain. Garati se concentra pour s'appliquer à les rattraper et à les doubler. Il se sentait encore très bien, il se sentait fort. « Je suis Harkness, numéro 49. Tu es Garati, numéro 47, c'est ça ?» Garati examina Harkness, qui avait des lunettes et les cheveux en brosse, une figure rouge luisante de sueur. « C'est ça, répondit-il. » Harkness avait un cahier. Il y nota le nom et le numéro de Garati. Son écriture était bizarre et irrégulière, saccadée, au rythme de sa marche. Il se heurta à un type appelé Collie Parker, qui lui demanda où il allait, nom de Dieu putain. Garati réprima un sourire. « Je note le nom et le numéro de tout le monde, » expliqua Harkness. Quand il releva la tête, le soleil étincela sur ses verres, et Garati dut cligner les yeux pour voir ses figures. Il était 10h30, et ils arrivaient à 12 km 800 de Limestone. Ils n'avaient plus que 2 km 800 à faire pour battre le record de la plus grande distance parcourue par un groupe de longue marche au complet. « Vous devez vous demander pourquoi je fais ça, » dit Harkness. « T'es avec les escouades » plaisanta Olson par-dessus son épaule. « Non, » répondit aimablement Harkness. « Je vais écrire un livre. Quand ce sera fini tout ça, je vais écrire un livre. »« Tu veux dire que si tu gagnes, tu vas écrire un livre » fit en riant Garati. Harkness eut un geste vague. « Oui, si tu veux, mais réfléchis. Un livre sur la longue marche par un type qui était dans le coup, ça doit faire de vous un homme riche. » McVryse éclata de rire. « Si tu gagnes, tu n'auras pas besoin d'un bouquin pour être riche, tu sais. » Harkness fronça les sourcils. « Eh bien, peut-être pas, mais ça ferait quand même un livre bougrement intéressant, non ?» Ils continuèrent de marcher, et Harkness continua de noter les noms et les numéros. La plupart des garçons les donnaient assez volontiers, tout en se moquant de lui et de son grand livre. Ils avaient couvert maintenant 9 km 600. Le bruit courut que ça passerait bon pour le record. Garati se demanda vaguement pourquoi il voulait battre ce record, après tout. Plus vite la concurrence serait éliminée, meilleures deviendraient les chances pour ceux qui restaient. Il supposa que c'était une question de fierté. Le bruit courut aussi que des orages étaient prévus pour l'après-midi. Garati supposa que quelqu'un avait un transistor. Si c'était vrai, ce ne serait pas agréable. Les averses orageuses du début de mai n'étaient pas des plus chaudes. Il marchait toujours. McVryse avançait d'un pas ferme, tête haute, en balançant légèrement les bras. Il avait essayé le bas-côté, mais avait vite renoncé à se battre contre la terre molle. Il n'avait pas reçu d'avertissement, et si son sac à dos lui faisait mal ou lui sciait les épaules, il n'en montrait rien. Ses yeux guettaient constamment l'horizon. Quand il passait devant de petits groupes, il agitait la main et souriait d'un air pincé. Il ne laissait paraître aucune fatigue. Baker avançait nonchalamment, d'un pas traînant, les genoux fléchis, mais il semblait couvrir beaucoup de terrain sans en avoir l'air. Il balançait négligemment son blouson, souriait aux badauds qui les montraient du doigt, et sifflotait de temps en temps des bribes de chansons. Garati l'estima capable de marcher éternellement.
Olson était moins bavard, et toutes les 2 ou 3 minutes, il pliait un genou. Chaque fois, Garati entendait le craquement de la rotule. Olson se raidit un peu, pensa-t-il, ces 9 kilomètres de marche commencent à se faire sentir. Garati jugea qu'un de ses bidons devait être presque vide. Olson aurait bientôt besoin de pisser. Barkovitch gardait son allure saccadée. Il était tantôt en avance sur le gros du peloton, comme s'il voulait rattraper les marcheurs de l'avant-garde, tantôt il se laissait distancer et traînait à la hauteur de Stibbins. Il avait perdu un de ses 3 avertissements et il l'avait regagné 5 minutes plus tard. Garati se dit qu'il devait aimer se tenir au bord du néant. Stibbins continuait de marcher tout seul. Garati ne l'avait vu parler à personne. Il se demanda s'il se sentait solitaire ou fatigué. Il était toujours persuadé qu'il s'épuiserait de bonne heure, le premier peut-être, mais ne savait pas pourquoi. Stibbins avait ôté son vieux chandail vert et tenait à la main son dernier sandwich à la confiture. Il ne regardait personne. Sa figure semblait un masque. Mais il marchait. La route en croisait une autre, et des policiers arrêtèrent la circulation quand les marcheurs passèrent. Ils saluèrent tous les garçons, dont 2, sûrs de leur immunité, répondirent par des pieds de nez. Garati n'approuva pas. Il sourit et hocha la tête, et se demanda si les agents ne les prenaient pas tous pour des fous. Les conducteurs klaxonnaient, et dans ce concert d'avertisseurs, une femme appela son fils. Elle s'était garée sur le bas-côté et attendait certainement de s'assurer que son garçon faisait encore partie de la marche. « Percy, Percy !» C'était le numéro 31. Il rougit, agita très discrètement la main et pressa le pas en baissant la tête. La femme essaya de courir sur la route. Les gardiens au sommet du half-track furent sur le qui-vive, mais un des agents de la circulation la prit par le bras et la retint gentiment. Et le carrefour disparut derrière un virage. Ils passèrent sous un pont de bois. Un ruisseau gazouillait dessous. Garati marcha tout contre le garde-fou et en se penchant, vit un instant son reflet déformé. Ils passèrent devant un panneau annonçant Limeston 11 km, et puis sous une large banderole Limeston est fier d'accueillir les marcheurs. Garati calcula qu'ils étaient à 1 km à peine du record. Un nouveau bruit courut, cette fois à propos d'un garçon nommé Curley, le numéro 7. Curley souffrait d'une crampe et il avait déjà reçu son premier avertissement. Garati pressa le pas et arriva à la hauteur d'Olson et de McVrice. Où est-il ? Olson montra du pouce un garçon dégingandé, en jean, qui essayait de se laisser pousser des rouflaquettes. C'était un échec. Sa figure maigre était crispée, terriblement concentrée, et il regardait fixement sa jambe droite. Il boitait. Il perdait du terrain, et son expression le montrait. « Avertissement ! Avertissement, numéro 7 !» Curley se força à aller plus vite. Il haletait un peu. Autant sous la peur que sous l'effort, pensa Garati. Il en perdit toute notion du temps. Il oublia tout sauf Curley. Il le regarda lutter, comprenant vaguement que ce serait peut-être sa propre lutte d'ici 1 heure ou une journée. C'était la chose la plus fascinante qu'il eût jamais vue. Lentement, Curley se laissait distancer, et il fallut plusieurs avertissements lancés à d'autres avant que le groupe s'aperçoive que dans sa fascination, il s'adaptait à l'allure de Curley. Ça signifiait aussi que Curley était à la limite. « Avertissement ! Avertissement ! 3e avertissement, numéro 7. »« J'ai une crampe !» hurla Curley d'une voix sourde. « C'est pas juste si on a une crampe !» Il était proche maintenant de Garati, qui voyait sa pomme d'Adam monter et descendre. Il se massait fébrilement la jambe, et Garati sentait émaner de lui une odeur de panique qui ressemblait à celle d'un citron coupé bien mûr. Garati le dépassa, puis au bout d'un instant l'entendit s'exclamer « Dieu soit loué, c'est en train de passer !» Personne ne fit de réflexion. Garati ressentit une vague déception. C'était méchant, pas sportif, sans doute, mais il voulait être certain que quelqu'un d'autre aurait un ticket avant lui. Qui a envie de sortir de scène le premier ? La montre de Garati marquait à présent 11h05. Il se dit que cela signifiait sans doute qu'ils avaient battu le record, en comptant 2 heures à 6,5 km. Il ne tarderait pas à arriver à Limeston. Il vit Olson plier un genou, puis l'autre, et recommencer. Par curiosité, il essaya le mouvement. Ses articulations craquèrent nettement, et il fut étonné de les trouver si raides. Tout de même, il n'avait pas mal aux pieds, c'était déjà quelque chose. Ils passèrent devant un camion de laitier, arrêté au croisement d'un petit chemin de terre. Le laitier était assis sur le capot. Il agitait le bras avec bonne humeur. « Allez-y, les gars !» Garati sentit la colère l'envahir. Il eut envie de rétorquer « Qu'est-ce que vous attendez pour vous soulever le cul et marcher avec nous ?» Mais l'homme avait plus de 18 ans. Il avait même l'air d'avoir passé la trentaine. Il était vieux. « Ça va, tout le monde, repos !» cria soudain Olson, et il provoqua quelques rires. Le camion de lait était hors de vue.
On rencontrait maintenant davantage de croisements, davantage d'agents et de spectateurs qui klaxonnaient et agitaient les bras. Quelqu'un lança des confettis. Garati se sentit soudain important. Il était après tout le champion du Maine. Tout à coup, Curley se mit à hurler. Garati tourna la tête. Le garçon était cassé en deux, il se tenait la jambe et criait. Il marchait toujours, si incroyable que cela parût, mais très lentement, trop lentement. Tout le monde ralentit alors, comme pour se mettre au même pas que Curley. Les soldats, dans le half-track, levèrent leurs fusils. La foule retint sa respiration, comme si les gens ne savaient pas ce qui allait se passer, les marcheurs aussi, comme s'ils n'en savaient rien non plus, et Garati sentit battre son cœur. Pourtant, ils savaient tous, c'était très simple, Curley allait recevoir son ticket. Les crans de sûreté claquèrent. Les garçons s'écartèrent de Curley, comme une volée de cailles. Soudain, il fut tout à fait seul sur la route ensoleillée. « C'est pas juste !» hurla-t-il. « Ce n'est pas juste !» Les jeunes marcheurs arrivaient dans l'ombre d'un petit bois. Quelques-uns se retournèrent, d'autres gardèrent les yeux fixés droit devant eux, craignant de voir. Garati, lui, regardait. Il ne pouvait s'en empêcher. Les groupes de spectateurs enthousiastes s'étaient tus, comme si quelqu'un avait brusquement coupé le son. « Ce n'est pas !» 4 carabines firent feu. Le bruit fut assourdissant. Il roula jusqu'aux collines et s'y répercuta. La tête anguleuse, boutonneuse de Curley disparut dans une bouillie de sang, de matière cérébrale et d'os. Le reste de son corps tomba à plat ventre en travers de la ligne blanche médiane. 99 à présent, pensa Garati avec une nausée. 99 bouteilles de bière sur le mur, et si une de ces bouteilles tombait, oh mon Dieu, mon Dieu. Stibbins s'enjamba le corps. Son pied glissa un peu dans une flaque de sang, et son pas suivant laissa une trace écarlate. On aurait dit une photo du magazine officiel détective. Il ne baissa pas les yeux sur ce qui restait de Curley. Il ne changea pas d'expression. Stibbins, petit salaud, pensa Garati. C'est toi qui devais recevoir ton ticket le premier, tu ne le savais pas? Garati se détourna alors. Il ne voulait pas être malade, il ne voulait pas vomir. Une femme, à côté d'un car Volkswagen, laissa tomber sa tête dans ses mains. Des sons bizarres sortaient de sa gorge, et Garati s'aperçut qu'il voyait sous sa robe jusqu'à sa culotte un slip bleu. Inexplicablement, il fut de nouveau excité. Un gros homme chauve gardait les yeux fixés sur Curley en grattant frénétiquement une verrue près de son oreille. Il humecta ses grosses lèvres charnues sans cesser de regarder et de frotter sa verrue. Il regardait encore quand Garati passa devant lui. Il marchait. Garati se retrouva à côté d'Olson, Baker et McVrice. Ils avaient resserré leur groupe, comme pour se protéger. Maintenant, ils regardaient tous droit devant eux, la figure soigneusement impassible. Les échos des détonations s'attardaient dans le silence. Garati pensait à la trace sanglante de la chaussure de Stibbins. Il se demanda si elle laissait encore des traînées rouges. Il faillit tourner la tête pour le vérifier, mais se dit qu'il ne fallait pas faire l'imbécile. Il se posait quand même la question. Il se demandait si Curley avait souffert. Il se demandait s'il avait senti les balles ou s'il avait simplement été vivant, puis mort l'instant suivant. Naturellement, il avait souffert. Cela fait déjà mal, de la pire des façons, de savoir qu'on ne sera plus là, mais que la Terre continuera de tourner, toujours la même, intacte et tranquille. Le bruit courut qu'ils avaient fait plus de 12 kilomètres avant que Curley ait son ticket. Le commandant se disait enchanté. Garati se demanda si quelqu'un savait où était le commandant. Il se retourna brusquement pour savoir ce qu'on faisait de Curley, mais la route avait tourné. Curley était hors de vue. « Qu'est-ce que t'as dans ton sac à dos » demanda tout à coup Baker à McVrice. Il faisait des efforts pour parler normalement, mais sa voix était aiguë, une voix de fausset sur le point de se briser. « Une chemise de rechange » répondit McVrice, « et du hamburger cru. »« Du hamburger cru ?» Olson fit une grimace de dégoût. « Le hamburger cru est bourré d'énergie » dit McVrice. « T'es dingue » dit Olson, « tu vas dégueuler partout !» McVrice se contenta de sourire. Garati regretta un peu de ne pas avoir apporté de hamburger. L'énergie, il ne savait pas, mais il aimait bien le hamburger cru. Ça battait les bouchées de chocolat et les concentrés. Il se rappela soudain ses biscuits, mais après Curley, il n'avait plus grand faim. Après Curley, est-ce qu'il pouvait réellement penser à manger du hamburger cru? La nouvelle qu'un des marcheurs avait été tiqueté filtra parmi les spectateurs, et bizarrement, ils se mirent à acclamer encore plus fort. Quelques applaudissements crépitaient, comme du pop-corn. Garati se demanda si c'était gênant d'être fusillé en public, puis se dit qu'on s'en fichait probablement, comme de sa première chemise. Curley avait certainement eu l'air de s'en foutre, mais avoir à se soulager, ça, ce serait moche. Garati préféra ne pas y penser. Les aiguilles de sa montre s'étaient réunies et marquaient midi.
Ils passèrent sur un pont de fer rouillé, enjambant une profonde gorge à sec, et de l'autre côté, il y avait une grande pancarte. Vous entrez dans les limites de Limestone. Bienvenue à la longue marche. Plusieurs garçons poussèrent des cris de joie. Garati économisa son souffle. La route s'élargit et les marcheurs se déployèrent, les groupes se desserrèrent un peu. Après tout, Curley était maintenant à 5 kilomètres derrière eux. Garati prit ses biscuits et retourna un moment le paquet entre ses mains. Il pensa avec nostalgie à sa mère, puis il chassa ce sentiment. Il la verrait avec Jan à Freeport. C'était une promesse. Il mangea un biscuit et se sentit un peu mieux. « Tu sais quoi » dit McVrice. Garati secoua la tête. Il but une gorgée d'eau de son bidon et salua de la main un couple âgé assis au bord de la route avec une petite pancarte « Garati ». « Je ne sais pas du tout ce que je vais faire si je gagne, reprit McVrice. Dans le fond, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas de vieille mère malade à la maison, ni de père dans un appareil de dialyse, ni rien. Je n'ai même pas de petit frère qui meurt courageusement de leucémie. » Il rit et décrocha son bidon. « Il y a du vrai dans ce que tu dis, reconnut Garati. Tu veux dire que tu n'as pas de raison non plus? Tout ça, ça ne rime à rien. » Tu causes sans savoir, dit confidentiellement Garati. Bah, si c'était à refaire, commença Olson. Ouais, je le referais, mais. Cria le garçon qui les précédait, Pearson, le doigt pointé. Des trottoirs! Ils entraient enfin dans la ville proprement dite. De belles maisons en retrait de la rue les dominaient du haut de leur pelouse en pente. Les jardins étaient pleins de badauds qui agitaient les mains et les ovationnaient. Garati eut l'impression qu'ils étaient presque tous assis, par terre, dans des chaises longues ou des fauteuils de jardin, comme les vieux de la station-service ou à des tables de pique-nique, même assis dans des balancelles de terrasse. Il éprouva une sorte de colère envieuse. Marchez et cassez-vous le cul, du diable si je vais encore répondre au salut. Suggestion numéro 13, conserver précieusement son énergie. Mais finalement, il se dit qu'il était idiot. Les gens risquaient de le trouver snob. Il était, après tout, le champion du Maine. Il se promit de saluer tous ceux qui avaient des pancartes Garati, et toutes les jolies filles. Les rues transversales défilaient. Sycamore Street et Clark Avenue, Exchange Street et Juniper Lane. Ils passèrent devant une épicerie de coin avec une enseigne de bière Narragansett dans la vitrine et un magasin à prix unique plein de photos du commandant. Il y avait du monde le long des trottoirs, mais pas foule. Garati fut déçu. Il savait que les vraies foules se trouveraient plus loin, mais c'était quand même un peu comme un pétard mouillé. Et le pauvre vieux Curley avait manqué ça. La Jeep du commandant surgit tout à coup d'une rue transversale et roula à hauteur du groupe principal. L'avant-garde était encore à une certaine distance devant eux. Une formidable acclamation s'éleva. Le commandant hocha la tête en souriant et agita la main devant la foule. Puis il tourna la tête et salua les garçons. Garati sentit un frisson d'orgueil lui parcourir le dos. Les lunettes du commandant étincelaient au soleil de midi. Il porta à ses lèvres son mégaphone à pile. « Je suis fier de vous, les gars, fier !» Quelque part derrière Garati, une voix marmonna, discrètement mais clairement. « Merde !» Garati se retourna, mais ne vit derrière lui que 4 ou 5 garçons qui observaient le commandant. L'un d'eux s'aperçut qu'il saluait et laissa vivement retomber son bras, l'air penaud. Et Stebbins avait l'air de ne même pas voir le commandant. La Jeep accéléra. Quelques instants plus tard, le commandant disparut encore une fois. Ils arrivèrent dans le centre de Limestone vers midi et demi. Garati fut déçu. C'était vraiment un petit patelin. Il y avait un quartier commercial avec 3 marchands de voitures d'occasion, un McDonald's, un Burger King, une pizzeria, un parking, et c'était tout Limestone. « Ce n'est pas très grand, dit Baker. » Olson s'esclaffa. « C'est probablement un endroit agréable pour vivre, répliqua Garati sur la défensive. « Dieu me préserve des endroits agréables pour vivre, dit McVrice, mais en souriant. « Bah alors, qu'est-ce qui te plaît » demanda Garati. À 13h, Limestone n'était plus qu'un souvenir. Un petit garçon en jean rapiécé marcha avec eux pendant plus d'1 kilomètre, puis s'assit et les regarda passer. Le terrain devint un peu plus vallonné. Garati se sentit transpirer pour la première fois de la journée. Sa chemise lui collait au dos. Sur sa droite, des nuages d'orage arrivaient, mais ils étaient encore loin. Une brise légère soufflait, qui aidait un peu. « Quelle est la prochaine grande ville, Garati » demanda McVrice. « Caribou, je crois, » répondit-il. Il se demandait si Stebbins avait mangé son dernier sandwich. Stebbins lui trottait par la tête comme une bribe de musique pop qui vous obsède jusqu'à vous rendre fou. Il était 13h30. La longue marche avait couvert près de 30 kilomètres. « Et c'est à combien ?» Garati se demandait quel était le record du nombre de kilomètres avec un seul marcheur éliminé. 30, cela ne lui paraissait pas mal.
30 kilomètres, c'était un chiffre dont on pouvait être fier. Je disais, insista patiemment McVryse, à une 50aine de kilomètres d'ici, peut-être, répondit Garati. 50 s'exclama Pearson. Bon Dieu. Oui, mais c'est plus grand que Livingston, dit Garati. Il se sentait toujours sur la défensive, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que tant de ces garçons allaient mourir là, et tous peut-être. Probablement tous. Dans toute l'histoire des longues marches, 6 seulement s'étaient terminées au-delà de la frontière d'État du New Hampshire, et seulement une était arrivée jusqu'au Massachusetts. Les experts disaient que c'était comme si Hank Aaron réussissait 730 tours complets au baseball, ou si n'importe quel record qui ne serait jamais battu. Il allait peut-être mourir ici, lui aussi, peut-être, mais c'était différent. C'était le sol natal. Il pensait que cela plairait au commandant. Il est mort sur sa terre natale. Il secoua son bidon et le trouva vide. « Bidon !» appela-t-il. « 47 demande bidon !» Un des soldats sauta du half-track et lui apporta un bidon plein. Quand il se retourna, Garati toucha le fusil qu'il avait en bandoulière. Furtivement, mais McVryse le vit. « Pourquoi tu as fait ça ?» Garati rit un peu, avec gêne. « Je sais pas. Comme on touche du bois, probable. »« Tu es un chouette garçon, Ray, » dit McVryse. Puis il pressa le pas pour rattraper Olson, le laissant marchant seul, plus désorienté que jamais. Le numéro 93, Garati ne connaissait pas son nom, le dépassa sur sa droite. Il regardait ses pieds et remuait un peu les lèvres en comptant ses pas. Il chancelait légèrement. « Salut, » dit Garati. Le 93 sursauta. Ses yeux étaient creux, vides comme ceux de Curley pendant sa bataille contre la crampe. « Il est fatigué, » pensa Garati. « Il le sait et il a peur. » Garati sentit son estomac se révulser. Leur ombre marchait maintenant à côté d'eux. Il était 2h moins le quart. 9h du matin, la fraîcheur, assis dans l'herbe à l'ombre, il y avait un mois de cela. Juste avant 14h, un nouveau bruit courut. Garati prenait une leçon pratique de téléphone arabe. Dès que quelqu'un apprenait quelque chose, tout le monde était prévenu. Les rumeurs grossissaient de bouche en bouche, la pluie menaçait. Il allait sûrement pleuvoir, il allait pleuvoir bientôt. Le type à la radio disait qu'il allait pleuvoir comme vache qui pisse. C'était drôle que la rumeur eût presque toujours raison. Et quand elle annonçait que quelqu'un ralentissait, que quelqu'un avait des ennuis, elle ne se trompait jamais. Cette fois, le bruit courait que le numéro 9, Ewing, avait des ampoules et en était à son 2e avertissement. Beaucoup de garçons avaient reçu des avertissements, mais c'était normal. Pour Ewing, le bruit courait que ça allait mal. Il repassa la consigne à Baker, qui parut surpris. « Le noir ? Si noir qu'il a l'air presque bleu ?» Garati répondit qu'il ne savait pas si Ewing était blanc ou noir. « Ouais, il est noir, » assura Pearson. Il désigna Ewing. Garati vit briller 2 petits diamants de transpiration sur sa figure. Avec une certaine horreur, il remarqua qu'Ewing était chaussé de baskets. Suggestion numéro 3, ne portez pas de baskets. Rien ne vous causera d'ampoule plus vite que des baskets sur une longue marche. Il est arrivé avec nous, dit Baker. Il est du Texas. Baker força l'allure jusqu'à la hauteur d'Ewing. Il lui parla un bon moment. Puis il ralentit un peu, juste assez pour ne pas recevoir d'avertissement. Il avait la mine sombre. Il a commencé à avoir des ampoules au bout de 3 kilomètres, et elles ont crevé à Livingston. Il marche sur le pu des ampoules crevées. Ils écoutèrent tous en silence. Garati pensa de nouveau à Stibbins. Stibbins avait des chaussures de tennis. Stibbins luttait peut-être maintenant aussi contre les ampoules. « Avertissement ! Avertissement numéro 9 ! C'est votre 3e avertissement !» Les soldats observaient attentivement Ewing à présent. Le dos de son t-shirt, d'une blancheur éblouissante, contrastant avec sa peau noire, était gris de sueur le long de la colonne vertébrale. Garati voyait le jeu des muscles de son dos alors qu'il marchait. Assez de muscles pour durer des jours, et Baker disait qu'il marchait dans du pu. Ampoules et crampes. Garati frémit. C'est la mort subite. Tous ces muscles, tout cet entraînement ne pouvait éviter les ampoules et les crampes. Mais quelle idée Ewing avait donc eu de mettre des baskets? Barkovitch les rejoignit, lui aussi, il observait Ewing. « Des ampoules, dit-il, comme s'il traitait la mère d'Ewing de putain. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un con de nègre? Je te demande un peu. Fous le camp, dit posément Baker, si tu ne veux pas mon poing sur la gueule. C'est contraire au règlement, répliqua Barkovitch avec un petit sourire ironique. N'oublie pas, Plouk. Mais il s'écarta. Ce fut comme s'il emportait avec lui un petit nuage de poison. 14h30, leurs ombres s'allongeaient. Ils gravirent une longue côte, et du sommet, Garati aperçut des montagnes basses, brumeuses et bleues dans le lointain. À l'ouest, les gros nuages noircissaient, et le vent fraîchissait, donnant la chair de poule à son corps en sueur.
Un groupe d'hommes, entourant une camionnette Ford et une caravane, les acclama follement. Ils étaient ivres. Tous les garçons, même Ewing, les saluèrent de la main. C'étaient les premiers spectateurs qu'ils voyaient depuis le petit garçon au jean rapiécé. Garati déboucha un tube de concentré sans regarder l'étiquette et y goûta. Cela avait un vague goût de porc. Il pensa au hamburger de McVry's. Il pensa à un gros gâteau au chocolat avec une cerise sur le dessus. Il pensa à des crêpes. Inexplicablement, il eut une terrible envie de crêpes fourrées à la gelée de pommes, le déjeuner froid que sa mère préparait toujours quand son père et lui partaient à la chasse en novembre. 10 minutes plus tard, Ewing flancha. Il était dans un groupe à ce moment. Il croyait peut-être que les autres le protégeraient. Les soldats firent bien leur travail, c'étaient des experts. Ils écartèrent les autres garçons, ils traînèrent Ewing sur le bas-côté. Ewing essaya de se débattre, mais pas beaucoup. Un des soldats lui maintint les bras dans le dos, pendant que l'autre lui collait son fusil sur la tête et tirait. Une des jambes d'Ewing tressauta convulsivement. « Son sang est de la même couleur que celui de n'importe qui, dit McVry's. Sa voix résonna très fort dans le silence qui suivit l'unique détonation. Sa pomme d'Adam dansait et quelque chose se brisait dans sa gorge. 2 de moins maintenant. Les chances se modifiaient insensiblement en faveur de ceux qui restaient. On parlait à voix basse, et Garati se demanda encore une fois ce qu'on faisait des cadavres. « Tu te poses bien trop de questions, crétin !» se cria-t-il tout à coup. Et il s'aperçut qu'il était fatigué.